Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24. Au sommaire de ce numéro d'aujourd'hui, vous aurez l'invité du jour, ensuite Infotique et nous allons finir avec Panorama. Nous allons débuter avec l'invité du jour qui va nous parler aujourd'hui du rôle d'analyste business. Au cours des numéros précédents, nous avons parlé de la création d'entreprise, de la mise en place de votre entreprise, de votre business. Comment faire, quelles sont les différentes étapes à suivre. Nous avons donné toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, Business Matin invite un business analyst. Qu'est-ce que c'est? Que fait-il? Vous aurez toutes les réponses aujourd'hui et tout de suite. Nous commençons maintenant. Le business analyst, qui est-il? Pour répondre à cette question, nous avons un invité, lui-même business analyst, qui occupe un poste très important dans une société de la place dont nous tairons le nom pour aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de M. Lago Hervé. Bonjour M. Lago. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors dites-nous M. Lago, qu'est-ce que c'est qu'un business analyst? Merci bien madame et je vous remercie encore de m'avoir invité sur le plateau de Business 24. Ce que je pourrais dire, le business analyst, c'est un entrepreneur. Et c'est un entrepreneur qui donne des services de développement aux entreprises. L'existence du business analyst relève de l'existence des entreprises. Vous devez le savoir, les entreprises qui naissent, qui vivent, rencontrent un certain nombre de problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a des problèmes d'ordre organisationnel, des problèmes d'ordre financier, des problèmes de compétitivité, des problèmes opérationnels auxquels l'entreprise est confrontée. Une entreprise a toujours pour objet de croître, créer de la valeur, créer du profit, satisfaire les consommateurs. Et donc le business analyst est quelqu'un à qui l'entreprise fait appel pour lui permettre de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels elle est confrontée. Donc le métier en lui-même, c'est un métier de défi. Il est différent d'un service ordinaire qu'on vend. On pourrait par exemple penser que le business analyst, c'est quelqu'un qui vient regarder les problèmes de fiscalité, qui vient regarder effectivement les problèmes des finances, donc les états financiers, contrôler un peu la régularité de l'information financière de l'entreprise. Ce n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, la résolution des problèmes de l'entreprise auxquels elle est confrontée pour lui permettre de croître, de se développer. En un mot, pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lago. Alors, comment fait-on pour devenir business analyst? Alors, le business analyst, c'est un métier qui relève du conseil, en fait. Donc, je le répète, il relève du conseil. C'est un terme anglo-saxon qui veut dire consulting. Donc, le conseil, en fait, quand on parle de business, en général, on parle d'entreprise. Analyste, c'est quelqu'un qui essaye d'analyser effectivement le fonctionnement d'une activité. Donc, ce conseil-là est un peu différent des autres types de métiers de conseil. Vous avez, n'est-ce pas, des conseils qui sont des médecins, des avocats, des fiscalistes, des juristes, des comptables, des financiers qui sont des conseils. Le business analyst, c'est quelqu'un, normalement, qui a une formation, un background, qui rassemble un peu tout cela. Parce qu'il a une vue globale un peu sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise, tant dans l'entreprise elle-même que dans son environnement ou sur le marché où elle exerce. Oui, elle exerce. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, déjà, il y a des écoles qui existent, mais sur la place, ici, je n'en connais pas. À l'extérieur, on a aux États-Unis beaucoup d'écoles qui existent. Donc, il y a des business schools dans lesquelles sortent des étudiants qui vont, n'est-ce pas, suivre des formations spécifiques au métier de conseil en business. En Angleterre aussi, en France, cela existe, dans les pays développés, cela existe. Mais en Afrique, c'est quelque chose de nouveau, mais qui est pratiqué quand même par un certain nombre de cabinets, pas aussi comme cela se fait en Europe. Alors dites-moi, la formation dure combien de temps pour devenir un business analyst? La formation est dure tout le temps. Parce que... Comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Mais ce qui est important, il y a un certain nombre de principes de base
il faut chercher à acquérir comme tout entrepreneur parce qu'en général, vous pouvez appartenir à une firme qui fait du consulting, c'est-à-dire du business analyst, ou bien vous pouvez le faire de façon autonome, seul, comme un consultant indépendant. Donc, au fur et à mesure, vous serez confronté à diverses situations de l'entreprise. Donc, chaque cas dans une entreprise est un nouveau défi pour vous. Vous continuez d'apprendre effectivement. Vous pouvez peut-être passer 5 ans en train de travailler sur des entreprises du secteur agro-industriel et ne pas savoir effectivement ce qui se passe dans le secteur des services comme l'assurance, comme la télécom ou ailleurs, ou dans les banques. Donc, il peut vous arriver de tomber sur une situation concernant une banque qui vous appelle, n'est-ce pas, pour examiner la chose. Donc, à ce niveau-là, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous baser sur vos principes, les outils dont vous disposez, les méthodes analytiques que vous avez pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre à exécution votre travail. Donc, c'est un apprentissage permanent et c'est un challenge renouvelé. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. Ce n'est pas un métier qui est dans le cadre d'une routine habituelle où on sait qu'il faut mettre tel pion ici et tel autre pion ici. C'est un métier qui toujours fait appel à des challenges, de nouveaux défis. Alors, dites-moi, à quel moment a-t-on besoin d'un business analyst? Je prends un exemple banal, la dame qui a, on va dire, son étal au marché et qui décide de s'agrandir, d'avoir, on va dire, peut-être un petit magasin maintenant. Est-ce qu'elle peut faire appel à un business analyst? Bien, pour tout vous dire, le business analyst, en général, travaille sur des entreprises d'une certaine taille qui sont structurées. Parce que le principe de base, c'est de ne pas donner des informations, faire des affirmations sans justifier cela, adosser cela à des faits, des données. Lorsque vous prenez comme votre exemple, vous dites, une dame qui est sur le marché, qui vend ses bananes, elle n'a pas une comptabilité minimale. Donc, il n'y a pas une historique qui nous permet de savoir effectivement qu'à telle période, elle était à telle situation de chiffre d'affaires ou de profit et qu'à telle période, après N+1, elle est à tel niveau de chiffre d'affaires pour voir s'il y a une évolution, une stagnation ou bien une régression de son activité. Il n'y a pas de données, c'est des informations qu'elle va donner qui ne pourront pas vous aider à pouvoir comprendre effectivement comment le business fonctionne, comment il se porte. Donc, il y a un certain minimum d'organisation qu'on recommande qu'il y ait dans votre business, de sorte à ce que on ne puisse pas prendre seulement ce que vous nous dites, mais se baser sur des faits. Sur des faits et sur ce qui existe. Effectivement. Parce que non seulement les informations sont partent de votre entreprise, on les analyse, mais on analyse aussi les informations, n'est-ce pas, du secteur dans lequel vous êtes et des concurrents, effectivement, et de l'économie en général. Voilà, c'est comme ça. Donc, le business analyst est, on va dire, est demandé généralement quand il s'agit de grandes entreprises. Je dirais PME, petite et moyenne entreprise, souvent très petite entreprise, grande entreprise. La seule condition qu'il faut pour que le business analyst puisse travailler correctement, c'est d'avoir une organisation dans laquelle on a un système d'information fiable. Parce que s'il n'y a pas de données fiables qui disent que votre situation aujourd'hui, la situation de votre entreprise est à tel niveau, il est difficile pour le business analyst de fonder des suppositions ou bien faire des hypothèses sur la base desquelles il va procéder à des vérifications. Supposez par exemple que vous dites, j'ai un problème de financement. Vous dites au business analyst, vraiment j'ai un problème de financement, venez m'aider. Le business analyst, ce qu'il a à faire, c'est d'analyser effectivement, est-ce que le problème que vous êtes en train de poser est le problème réel auquel vous êtes confronté. Donc il va d'abord chercher à savoir quel est le problème réel auquel vous êtes confronté. Donc sa méthode de travail peut s'assimiler à celle d'un médecin qui procède d'abord à un diagnostic. Parce que vous dites, j'ai mal à la tête, peut-être le mal de tête peut être dû à un problème de constipation, je dis. Donc à ce niveau, il faut que le médecin procède à des analyses d'abord et puis cherche à comprendre effectivement ce que vous avez. Sur la base des résultats qu'il aura obtenus, il va vous situer sur votre mal. Et maintenant, vous prescrit effectivement les médicaments en fonction. C'est le même principe de base qui est suivi par le business analyst. Vous lui dites ce que vous avez comme problème, il va discuter avec vous pour comprendre. Quand il a identifié clairement le problème, il vient vers vous, il vous dit effectivement, voilà comment le problème se pose. Et pour terminer, il vous dit, bon, voilà la solution que je peux vous proposer. Mais tout ceci est basé sur des faits, est basé sur des données. Parce que la crédibilité de l'information que vous êtes en train de manipuler est très importante. Si ce n'est pas une information validée, si ce n'est pas une information correcte, vous allez faire des recommandations à l'entrepreneur ou bien au responsable d'entreprise sur des bases qui sont fausses. Et quand il va les mettre en pratique ou en œuvre,
elles ne vont pas atteindre les résultats, n'est-ce pas, auxquels vous attendez ou bien auxquels ils s'attendent. Donc c'est très important pour le business analyst de travailler sur des entreprises qui ont un minimum de structuration, qui ont un système d'information vraiment garanti et qui permet quand même de récupérer des données sur lesquelles on procède aux analyses. Alors, le business analyst propose des méthodologies pour réaliser très souvent des projets. Mais concrètement, comment est-ce que cela se déroule? Bien, je vais vous expliquer. De façon très simple, on a 3 grandes étapes dans le travail d'un business analyst. C'est-à-dire, la première étape, quand un opérateur économique vient vers vous, le service que vous allez lui vendre, ce n'est pas un service comme tout type de service qu'on peut rencontrer. Vous venez, c'est vous-même, vous vous vendez en fait, vous vendez votre crédibilité, vous vendez une confiance que doit avoir l'entrepreneur vis-à-vis de vous. Pour savoir effectivement si c'est vous qui êtes capable ou bien habilité à pouvoir régler son problème. Il vient vers vous, il dit, ça fait 3 ans que j'ai une baisse au niveau de mes profits, ou bien ça fait 3 ans que j'ai une baisse au niveau de mon chiffre d'affaires. Et ça me pose un problème, je n'arrive pas à progresser. Vous, qu'est-ce que vous faites? Il nous a posé le problème. La première étape, c'est de savoir si effectivement le problème qu'il pose est le réel et qu'est-ce qui explique cette baisse. Donc on va dire que de temps en temps, le business analyst, on va dire, endosse ou bien met la casquette de l'auditeur aussi. C'est un peu de l'audit. Mais à ce niveau-là, la différence entre le business analyst et l'audit, c'est que l'auditeur, il essaye d'identifier des failles du système par rapport à des normes déjà prédéterminées qui sont établies, des procédures indiquées. Quand on vous dit le système de facturation se passe de cette façon et qu'il doit suivre cette procédure et que l'auditeur arrive, quand il analyse, si ça ne suit pas la procédure comme il se doit, il attire l'attention, n'est-ce pas, des responsables d'entreprise du stade d'encadrement sur le non-respect de cette procédure et les risques qu'on peut encourir. Par contre, le business analyst, lui, il est dans une situation assez complexe où le client est en train de perdre de l'argent. Et donc, il arrive pour essayer de comprendre pourquoi. Il fait des investigations pour comprendre pourquoi. Donc, on lui pose un problème, il faut qu'il valide le problème. Il doit comprendre bien ce qui se passe et confirmer effectivement avec le client que le problème auquel il est confronté, c'est celui-là. Expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, comme je le disais tantôt, il y a une baisse de profit ou bien des chiffres d'affaires. Ensuite, ça c'est la première étape. Quand il finit, il faut qu'il apporte une solution. Il faut qu'il apporte une solution. Vous avez identifié le problème après un diagnostic bien établi. Il faut apporter une solution à ce problème. Donc, après la solution, il y a la dernière étape qui reste, qui est très importante, c'est celle de la prise de responsabilité. Parce qu'il y a une relation de confiance qui s'existe entre vous et puis l'entreprise. L'entreprise doit être sûre qu'elle a face à elle quelqu'un qui a les aptitudes et les possibilités de résoudre son problème. Et donc, très souvent, ce genre de problème est décliné sous forme de projet au niveau de la résolution. Oui, en fait, ce qu'on appelle projet, en fait, ce sont des missions sur une période donnée. Donc, ce sont des projets et à terme, vous devez pouvoir donner, n'est-ce pas, une recommandation, un projet qui va permettre, un plan qui va permettre d'être mis en œuvre, qui va permettre, je le disais, à l'opérateur économique de, de lancer son activité, de relancer son activité. Donc, pour résumer, vous avez 3 étapes. Première étape, c'est identifier clairement le problème. Deuxième étape, c'est apporter une solution. Quatrième étape, c'est prendre vraiment des responsabilités et vous engager à atteindre les résultats auxquels s'attend votre opérateur. Alors, est-ce que le business analyst est un chef de projet? Bien, le business analyst n'est pas forcément un chef de projet. Il peut être seul sur un projet sur lequel il est, mais ils peuvent être en groupe ou bien en équipe. Donc, lorsqu'ils sont en équipe, il y a un superviseur qui fait office de chef de projet. Est-ce que vous comprenez? Mais dans tous les cas, l'activité ou bien la mission qui leur a été confiée, c'est un projet qu'ils sont en train de mener. Donc, vous pouvez être en équipe pour travailler sur le projet ou bien vous pouvez être seul pour travailler sur le projet. Donc, en ce moment, vous pouvez porter la casquette de chef de projet et en même temps porter la casquette de vos collaborateurs qui font les investigations dans tous les domaines que vous avez souhaité. Alors, merci beaucoup, monsieur Lago. Dites-moi dans ce cas-là, quelles sont les qualités que doit avoir le business analyst? Bien, un business analyst, comme je le disais, c'est avant tout un entrepreneur. Donc, il y a des qualités requises pour démarrer dans l'entrepreneuriat. Que vous soyez constitué sous forme de société ou bien de personnes physiques, vous évoluez en tant que consultant indépendant,
vous devez avoir les qualités d'un bon entrepreneur. Et quelles sont ces qualités? Bien, je peux les définir en deux catégories. Je dirais que d'abord, premièrement, un bon entrepreneur, quelqu'un qui veut être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui inspire confiance et qui a confiance en lui. Il y a un état d'esprit. Donc il doit être sûr de lui en fait. Vous avez une mentalité, il y a quelque chose que vous voulez faire, vous voulez réaliser quelque chose. Vous êtes fixé des buts, vous voulez réaliser quelque chose. Donc vous avez un état d'esprit, vous voulez atteindre quelque chose. Cet état d'esprit-là, vous ne devez pas rester à l'étape de l'état d'esprit, vous passez à l'étape d'action. Si j'ai décidé de créer une entreprise aujourd'hui, je me dis, tant que je ne créerai pas cette entreprise, mon but ne sera pas atteint. Donc chaque jour vous dormez, tous les matins vous vous levez jusqu'au soir, c'est cela qui vous traverse l'esprit. Vous n'êtes pas découragé. Cela veut dire, la première difficulté à laquelle vous serez confronté dans la réalisation de votre projet de vie, qui est la création d'une entreprise, vous n'allez pas reculer parce que mentalement vous êtes formé à pouvoir tenir devant quel que soit l'obstacle qui va arriver. Après cela, vous passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, il faut avoir des attitudes de manager. Quand on dit des attitudes de manager, c'est que vous avez une équipe à laquelle vous inspirez confiance et vous amenez à pouvoir, n'est-ce pas, faire des choses que vous souhaitez faire avec elle. Ce n'est pas sous la contrainte, mais c'est avec la volonté des autres. Donc vous développez des aptitudes de leader. Et c'est très important en tout cas. Et continuez toujours de vous améliorer, ne reculez pas, continuez de vous améliorer. Mais avant tout, l'entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui cherche à gagner de l'argent parce que ce n'est pas de la philanthropie. En contrepartie, il faudrait que vos efforts aient en retour une rémunération. On entend souvent dire que le business analyst est là pour arrêter les différents gaspillages, surtout informatiques. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Bien, pour vous dire sincèrement, le business analyst, il est différent de celui qui entre en entreprise pour évaluer effectivement tout ce qui est gaspillage de coûts et autres. Son action peut rentrer dans la résolution d'un problème qui peut être lié à des questions de coûts. Il peut les gérer. Ça peut être lié à des questions de chiffre d'affaires qui baissent. Il peut les adresser. Ça peut être lié à des questions de profit qui baissent. Il peut les adresser. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est très simple. L'équation dans une entreprise, le profit, c'est la différence entre les revenus et les coûts. Quand le business analyst arrive, ce qu'il regarde, c'est de savoir si effectivement vous avez un problème avec le profit, ou bien vous avez un problème avec votre chiffre d'affaires, ou bien votre revenu, ou bien vous avez des problèmes avec les coûts. Avec les coûts de production en fait. Ça fait des coûts de production. Donc, lorsqu'on regarde le profit, il y a trois variations qui peuvent arriver. Soit sur une période donnée de 3 ans, le profit soit peut être en croissance, il peut être stagnant, ou bien il peut être en décroissance. Ça, il faut expliquer pourquoi. S'il est égal au revenu moins le coût, ça veut dire soit il y a les revenus qui baissent, bien il y a les coûts qui augmentent. Donc, si vous regardez les données qui vous remet, vous essayez d'analyser effectivement si ce sont les revenus qui sont en train de baisser, ou bien si c'est un problème de coût qui s'élève. Parce que la différence entre les deux va donner le profit, si le profit est en train de baisser. Donc, quand vous allez identifier que c'est un problème concernant les revenus, vous allez regarder dans les revenus quels sont les composants du revenu au niveau de cette entreprise et pourquoi est-ce qu'il y a des baisses. Donc ici, simplement mathématiquement parlant, on dira que le revenu est égal à quantité multipliée par prix. Donc, soit c'est un problème qui joue sur les prix au niveau du marché, ou bien c'est un problème de volume que vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à délivrer suffisamment. Si le volume est petit que le prix reste constant, ça suppose que votre revenu va baisser, votre chiffre d'affaires va baisser. Mais si aussi le volume est important ou bien il est constant et que les prix sont en train de régresser, il y a un problème sur les prix. Donc il faut aller regarder du côté des prix. Est-ce que c'est vous qui avez des points de prix ou bien c'est le marché qui évolue comme ça? Donc vous analysez effectivement au fur et à mesure pour identifier à quel niveau se trouve le problème. Et après, vous cherchez maintenant à adresser cette problématique-là en lui faisant des propositions de recommandation. Alors, si on veut résumer un peu le rôle du business analyst, est-ce qu'on peut dire dans ce cas que le business analyst, en fait, c'est quelqu'un qui travaille de façon méthodologique? Oui, là, je vais être d'accord avec vous parce que c'est une activité qui demande une structuration de la pensée, une façon logique d'agir, parce que c'est dans votre démarche méthodologique, dans votre façon d'expliquer les choses et de démontrer pourquoi est-ce que tel aspect est comme ça, que l'opérateur va vous faire confiance. Parce que vous n'êtes pas un habitué du secteur d'activité dans lequel il est.
il est mieux outillé que vous pour comprendre l'évolution de l'environnement dans lequel il se trouve. Quand vous arrivez, vous essayez de vous informer auprès de lui. Donc, la confiance qu'il mettra en vous partira de votre aptitude à pouvoir lui faire un raisonnement structuré, sous-tendu par des données réelles, des chiffres. Quand vous lui dites que votre revenu est en train de baisser, c'est dû à une baisse au niveau des prix sur le marché, il faudra lui prouver effectivement qu'il y a une évolution à la baisse des prix sur le marché. Quand vous lui dites que ses coûts sont en train de diminuer, ça va, c'est bien, mais c'est dû au fait que 40% de vos coûts dépendent, n'est-ce pas, du carburant ou bien si c'est une société de transport par exemple, 40% de vos coûts dépendent du carburant. Et comme il y a eu une baisse au niveau des coûts du carburant ou bien du baril de pétrole à l'international, c'est un impact direct sur vos coûts, donc ça c'est un avantage. Mais c'est une situation qui ne peut pas durer parce que la conjoncture peut changer du jour au lendemain. S'il y a une augmentation des coûts sur le marché, vos coûts vont augmenter. Donc il faudra voir dans quelle mesure il va falloir adresser cette problématique parce qu'elle ne dépend pas de vous en interne, comment vous faites. Donc il faudrait qu'il sache effectivement que vous n'êtes pas en train de lui dire quelque chose sur la base de suppositions, des choses qui ne sont pas sous-tendues par des preuves, par des démonstrations claires et compréhensibles. Ou pour être aussi logique, très structuré. Mais si la solution que vous apportez n'est pas praticable, ça devient difficile aussi pour le client. Et puis il y a quelque chose que je voulais aussi ajouter, qui est très important, c'est que le client, quand il vient vers vous, il a besoin d'être sûr que vous êtes celui qui est capable de régler son problème. Bien avant, c'est là où vous avez peut-être identifié son problème, il est d'accord. En fait, il regarde, est-ce que vous êtes la meilleure personne sur la place, la meilleure entreprise sur la place qui est capable de résoudre son problème. Après, quand on lui fait des propositions qu'il va implémenter, c'est-à-dire un plan d'action à mettre en place, c'est des solutions que vous lui apportez. Il va se demander, mais j'ai quelque chose à payer en contrepartie du service qu'il m'aura rendu. Est-ce que cet argent est de l'argent qui a été investi comme il se doit? Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement sur ce que vous avez promis. Donc, votre crédibilité est en jeu. Vous ne venez pas peut-être avec une casquette d'une grande firme internationale, comme McKinsey ou bien BCG ou bien Bain ou bien Accenture. Ce n'est pas une casquette que vous avez. Donc, il a besoin de savoir, est-ce que vous pouvez lui inspirer confiance et est-ce que vous pouvez résoudre son problème? C'est comme ça qu'il voit la chose. Donc, il y a une relation de confiance qui s'installe entre vous déjà et vous devez pouvoir le convaincre que vous êtes celui qui a habilité à pouvoir résoudre son problème. Et tout faire pour maintenir justement cette relation de confiance. Voilà, effectivement. S'il a besoin peut-être d'une opération ponctuelle d'évaluation de son système pour lui permettre de savoir comment est-ce qu'il va faire pour croître, vous le faites. S'il a besoin d'un coaching, vous faites le coaching sur une période bien donnée. Et puis après, vous voyez, si ça commence à aller, vous rentrez au contrat de travail, mais quand même, vous allez toujours les relations que vous faire appel de temps en temps. De temps à autre. De temps à autre. Alors, dans ce cas-là, on va aussi vous faire appel de temps à autre pour venir sur notre plateau pour nous donner de plus en plus d'informations sur d'autres métiers et donc d'autres casquettes, que vous portez également. Merci. Merci beaucoup, M. Lago, de votre présence sur notre plateau. Dites-moi, avez-vous un compte Facebook? Oui, j'ai un compte Facebook. Est-ce que vous connaissez beaucoup en informatique? Pas en informatique, mais j'aime bien les médias sociaux. Vous aimez bien l'éthique? Oui, j'aime bien l'éthique. Ben, ça tombe bien parce que celui qui vient juste après M. Lago, eh bien, c'est Sylvestre Affery, notre journaliste web dans Infotique. A tout de suite. Vous êtes à Business Matin et vous suivez Infotique avec notre journaliste web Sylvestre Affery qui va nous parler aujourd'hui de la désactivation du son lorsque vous recevez des messages sur votre compte Facebook à travers un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. On ne parle pas des téléphones mais des ordinateurs, c'est cela? Oui. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, qui chaque jour restent scotchés à leur téléviseur pour nous suivre, pour suivre aussi la rubrique Infotique. Alors comme vous l'avez déjà annoncé... Mais pas que sur les téléviseurs, parce que maintenant on a souvent nos émissions aussi sur YouTube. Hein, donc, Ah, voilà qu'on va ravi, merci.
Alors, donc, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, je suis là pour aider nos téléspectateurs à pouvoir désactiver les sonneries lorsqu'on reçoit généralement des messages ou des notifications voilà, sur Facebook. À travers les ordinateurs du bureau. Les ordinateurs bureau et les ordinateurs portables aussi. Mais en fait, je le dis aussi parce que très souvent, on est généralement dans un bureau avec des collaborateurs et on est en train de travailler, on est censé ne pas être sur Facebook. Pendant que les autres travaillent, nous sommes sur Facebook et très souvent, lorsque nous avons des notifications ou lorsque nous avons des messages, généralement, nous entendons, nos collaborateurs entendent toutes les sonneries possibles qui donc automatiquement, on sait ce que vous faites. Voilà, on sait que vous ne travaillez pas. Donc là, je suis là aujourd'hui pour montrer en fait à tous nos téléspectateurs comment désactiver cette sonnerie sur Facebook. Mais en même temps, le conseil, c'est justement de ne pas être sur Facebook pendant vos heures de travail. Effectivement. Mais bon, comme il y a des récalcitrants, voilà, qui sont toujours sur Facebook. Donc allons-y avec le secret. Alors, dans un premier temps, comme je l'annonce tous les jours, il faut d'abord avoir une connexion, il faut d'abord se connecter à Internet et se connecter sur Facebook. Alors, lorsqu'on finit de rentrer l'identifiant, on finit de se faire identifier sur Facebook, on rentre le mot de passe et tout ça, on a accès directement à notre compte Facebook et là, maintenant, on peut directement supprimer la sonnerie. Comment ça se fait? On clique d'abord sur les paramètres, puis sur le compte. Lorsqu'on clique sur paramètres, lorsqu'on clique sur le menu qui s'affiche à droite, il y aura une bonne... Ce que le téléspectateur est en train de voir en ce moment. Effectivement. Paramètres, compte, on clique sur compte et dans la colonne de gauche, on clique sur les notifications. Voilà. Une fois sur les notifications, on va cliquer maintenant sur Est-ce un clic droit ou un clic gauche? Un clic, on va dire un clic gauche. Un clic gauche, oui, ok, d'accord. C'est un clic gauche. En fait, généralement, c'est plus avec l'ordinateur portable que je travaille. Mais bon, pour ceux qui ont la souris, c'est le clic gauche. Mais les clics sont pareils, que ce soit la souris ou l'ordinateur. Oui, effectivement. Mais en fait, avec l'ordinateur portable, on peut facilement, à partir d'un petit clic sur notre curseur, on arrive directement à activer les choses. Alors, lorsqu'on a fini avec cette partie, on clique sur Facebook, parce qu'il y aura un groupe de mots sur Facebook qui apparaîtra lorsque cliquer sur une notification sera fait. Donc, lorsqu'on finit de cliquer sur les notifications, on décoche maintenant la case émettre un son à chaque notification. À chaque nouvelle notification, en principe, il doit y avoir des sons. Donc, on doit décocher. Pour vous signifier, en fait, signifier, en fait, que c'est là, en fait, qu'on doit faire la chose pour ne pas que les sons apparaissent à chaque fois. Et lorsqu'on a fini ça, on enregistre les nouvelles modifications et le compte est bon, c'est enregistré. Maintenant, on ne pourra plus nous entendre lorsqu'on recevra des messages ou des notifications. On n'entendra plus ce son gênant pendant des réunions très importantes. Et qui dérange généralement les collaborateurs assez consciencieux que nous sommes et qui sont toujours au travail, toujours à pied d'œuvre pour que les personnes puissent avoir, je veux dire, les bonnes choses lorsqu'elles travaillent. Donc, en principe, une fois que c'est fait, on est exempt de tout son, de toute mélodie assez gênante voilà, sur Facebook, voilà, qui va en tout cas nous empêcher tout le monde de savoir que nous sommes sur Facebook. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Alors, quand vous dites mélodie tout de suite, est-ce un clin d'œil? Non, pas vraiment. Alors, Infotique pour aujourd'hui, c'est fini. Mais Business Matin, pas encore, car nous recevons Alex Mokhtar pour les innovations innovantes et novatrices d'Afrique en matière d'économie. À tout de suite. Vous êtes sur Business 24 et vous suivez Business Matin, votre émission quotidienne. La croissance de l'Afrique devrait dépasser 5% en 2015 ou 2016. Est-ce vrai, est-ce faux? Pour répondre à ces questions, justement, Alex Mokhtar, présent sur notre plateau, nous donnera de plus amples informations. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, je suis très heureux à nouveau de vous retrouver dans le cadre de Business Matin pour parler en tout cas de choses assez, je dirais, précises, encore une fois, dans le cadre de Panorama. Alors, comme vous l'avez si bien annoncé, donc, certaines prévisions font état de ce que la croissance du continent africain devrait donc dépasser les 5%
dans l'exercice 2015-2016. Voilà. Alors les économies africaines, comme je le dis souvent tantôt ici, le continent africain en général est un continent qui connaît une forte croissance, en dépit de la crise qui frappe le monde en général. Donc, alors les économies africaines ne sont pas en marge parce que si le continent connaît une forte croissance, c'est clair que c'est parce que les économies qui la sous-tendent se développent également, bien évidemment. Alors il faut noter donc que dans un récent rapport donc, de la Banque mondiale, certains analystes donc, ont prévu que le continent africain connaîtrait une croissance de l'ordre de 5% pendant la période 2015-2016, contrairement à un niveau de croissance équivalent à 4,6% à tout le moins en 2014. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, des inquiétudes concernant ce rapport ? Si, il y a bien sûr des inquiétudes qui permettent de douter, on dira, de ce récent rapport de la Banque mondiale, à savoir, bien évidemment, les différentes crises liées aux actions terroristes sur le continent et bien sûr à la survenance donc, du virus Ebola sur le continent qui a un tant soit peu ralenti donc, les activités dans certaines parties du continent africain en général. Mais il faut dire que si ce rapport a été établi, il faut savoir que ces analyses se sont basées sur certains facteurs qui sont porteurs d'espoir, on dira. Pour ainsi dire, la forte hausse des investissements publics, par exemple dans les infrastructures, l'augmentation de la production agricole dans les pays basés sur l'agriculture, dont l'économie est basée sur l'agriculture, ainsi que bien sûr le développement des services dans les domaines du commerce, des télécommunications, dans le secteur bancaire également, sont des facteurs qui permettent donc de dire que cette croissance du continent africain sera fortement boostée en 2015 et 2016 parce qu'il y aura des investissements massifs qui seront faits dans ces différents secteurs-là et ces secteurs-là qui bien sûr vont connaître une croissance porteront donc le continent, on dira, vers le haut un peu plus. Mais également, il faut noter que si ces différents secteurs d'activité qu'on a précités tout à l'heure connaîtront un boom, le petit bémol qu'on pourra ajouter, c'est la baisse du prix des matières premières et des investissements étrangers. Parce que force est de constater que bien sûr en Afrique, nous sommes aussi parfois dépendants de l'aide étrangère. Mais le monde étant frappé par une crise mondiale, je dirais sans précédent depuis quelques années, alors cette aide étrangère-là se fait sous condition et se fait moins massivement, on dira. Donc on est un peu moins enclin à recevoir beaucoup plus d'argent de l'extérieur. Tout cela combiné donc à la baisse du prix des matières premières des différents pays africains, fait qu'on pourrait être emmené donc à douter un peu des prévisions, je dirais, optimistes de ces analystes-là. Mais il faut aussi noter que ce rapport souligne que le prix des matières premières, même s'il est en baisse, reste un facteur déterminant dans la croissance des différents pays. C'est-à-dire que même si ces prix des matières premières là, sont en baisse et ne permettent pas à ces pays qui sont producteurs de ces matières premières d'engranger autant d'argent que lorsque ces matières premières ont un prix à la hausse. Les revenus, bien évidemment, que produisent néanmoins ces matières premières-là comptent pour beaucoup également dans, je dirais, le développement économique de ces pays. Donc, il ne faut pas forcément se dire que c'est parce qu'il y a ce petit bémol-là que les prévisions ne sont pas réalistes. Elles sont d'autant plus réalistes que certains autres secteurs d'activité sont en pleine expansion. Les Africains ont compris également qu'il faut sortir un peu de l'économie, je dirais, entre guillemets, de production, même de celle de la transformation, également à savoir transformer les produits que nous produisons d'abord. Ensuite, donc, investir dans d'autres secteurs d'activité pour être moins enclin à souffrir lorsque les prix des matières premières fluctuent de façon permanente sur les cours internationaux. Donc voilà, c'est des prévisions, on dira, somme toute optimistes à venir donc pour l'année 2015-2016 et il va falloir s'atteler donc chacun à son niveau à faire un travail économique, à faire des réformes économiques bien évidemment en vue de booster les différentes économies africaines vers le haut tout simplement. Merci beaucoup Alex Mokhtar pour votre présence sur notre plateau. Merci. Pour nous parler comme d'habitude des actions innovantes et novatrices en Afrique et surtout en économie. Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre numéro. Sur ce, je vous dis au revoir et portez-vous bien.